Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Tous les week-ends, nous sommes ensemble pour parler de l'actualité à Mayotte. Ce soir, je vous propose de retrouver notre invité, Jean-Pierre Rigante. Il est le directeur adjoint de l'OIDF, ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes ici dans la cour intérieure. Je vous propose d'aller le retrouver tout de suite. Je viens de retrouver mon invité. Je vous le disais, il s'agit de Jean-Pierre Rigante, directeur adjoint de l'OIDF. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous avoir accueillis ici, d'avoir répondu à notre invitation, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes et pourquoi vous nous avez emmenés ici ? L'OIDF donc, est situé à Cavani, à l'impasse Jardin Fleuri. Donc, c'est un centre de formation professionnelle pour adultes qui est installé à Mayotte depuis 24 ans. Nous avons pu acquérir ces terrains et construire les locaux adéquats par rapport à l'évolution de la formation à Mayotte. Donc nous avons construit des ateliers techniques, puisque à la base nous sommes spécialisés dans le bâtiment, mais on s'est développé dans d'autres domaines comme la bureautique, l'alphabétisation, le commerce, et pratiquement tous les métiers sauf l'agriculture, la mécanique et l'hôtellerie-tourisme. Donc on est là, on reçoit en moyenne 300 jeunes par jour, que ce soit en salle ou en atelier, pour évoluer dans le bon sens pour la jeunesse mahoraise. Donc nous, là, on est ensemble pour parler de l'actualité à Mayotte, donc ce qui s'est passé cette semaine sur notre île. Et parmi les sujets qui ont été abordés, celui de la CAPAM, donc la Chambre d'agriculture et de la pêche à Mayotte, dont le président est décrié, puisque celui-ci est taxé de ne pas faire le nécessaire pour que les fonds européens soient consommés ici à Mayotte. Je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca. 102 millions d'euros de fonds européens. Voilà une jolie somme. Elle pourrait aider la CAPAM à développer ses activités. Et pourtant, l'argent n'est toujours pas utilisé à cause de problèmes internes. Des problèmes en majorité déclenchés par des guerres de pouvoir. L'actuel président Mouslim Payet est décrié par une partie du personnel. Pour mieux comprendre, il faut revenir sur le contexte de son élection. À l'origine, deux candidats s'affrontent. D'un côté, Mouslim Payet, soutenu par une majorité d'agriculteurs, et de l'autre, Dani Salim, soutenu par les pêcheurs et aquaculteurs. Les deux branches de métier s'opposent donc, ce qui entraîne de nombreuses tensions. Et ce n'est pas tout, un autre élément a envenimé la situation récemment, c'est le vote du budget rectificatif 2014. Le 27 octobre dernier, il a été rejeté à 12 voix contre 9. Aujourd'hui, la CAPAM vacille, seule solution viable, convoquer de nouvelles élections. Mais seul le Premier ministre, sur demande du préfet de Mayotte, peut prendre une telle décision. La CAPAM sous tension, et on l'a vu, les agriculteurs il y a quelques jours se présenter au Conseil général pour manifester, disant qu'ils n'étaient pas suffisamment pris en compte. Vous, Jean-Pierre, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de situation ? En fait, je pense qu'il n'y a pas que dans l'agriculture. Bon, je ne suis pas trop concerné, pas du tout concerné, je suis quand même les actualités. Je pense qu'il y a un gros problème de gestion, que ce soit des associations, des syndicats, de prise en compte au niveau de l'État tout simplement, des moyens à mettre en place, mais aussi la volonté des dirigeants ou des gens élus, on va dire, pour ce genre de structure qui est quand même importante à Mayotte, qui fait travailler beaucoup de personnes qui ne pourraient pas travailler ailleurs que dans l'agriculture. Donc c'est difficile à dire. Maintenant, je pense qu'il va y avoir, des renseignements complémentaires pour savoir exactement si c'est une mauvaise gestion, si c'est une mauvaise utilisation des fonds qui sont attribués. Je ne connais pas trop, donc je n'aime pas trop donner ma position sur des choses que je ne connais pas. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas que l'agriculture qui a des problèmes. On a vu il n'y a pas longtemps les pêcheurs, apparemment ça s'arrange un peu. Manque de structuration, manque de formation aussi. Et puis après, qu'il y ait des gens à la tête. Mais il ne faut pas oublier aussi que les gens qui sont élus sont votés par les gens... de la profession. Donc à un moment, maintenant, je pense que Mayotte va quand même, par la force des choses, même au niveau sportif, j'ai vu ça, progresser dans le bon sens. Mais
on a encore du chemin à faire, je pense. On parle ici des fonds européens. Vous, dans votre domaine, est-ce que les fonds européens sont une manne financière sur laquelle vous comptez, par exemple ? Alors justement, les fonds européens, il y a eu pas mal de formations qu'on a suivies. Bon, nous, on a une agence, et d'ailleurs on en est fiers parce que c'est pas la maison mère, mais c'est l'agence qui est à La Réunion, qui fait les fonds européens depuis une dizaine d'années. Donc nous, on travaille dessus. On a envoyé des dossiers. Donc là, il y a on va dire la validation sur Mayotte qui sera faite début décembre, me semble-t-il. Et on veut, et ce que je dis même dans tous les mouvements ou les collègues que je rencontre, c'est travaillons avec les fonds européens. Si c'est validé ici, il n'y a pas de raison pour qu'à Bruxelles ce ne soit pas validé. Et ça peut effectivement faire avancer beaucoup de choses dans tous les domaines pour Mayotte. Donc on comprend la colère de ces agriculteurs et pêcheurs qui revendiquent justement le fait que ces fonds soient utilisés ici à Mayotte, ce qui pourrait régler beaucoup de problèmes, notamment celui des moyens et techniques en fait. Oui, tout à fait. Moi, c'est ça. Je veux dire, je comprends. Maintenant, je ne sais pas si les dossiers ont été déposés. Je ne crois pas qu'il y ait eu encore de commission de validation sur Mayotte et Bruxelles. Donc ils attendent un petit peu, il me semble que c'est le 11 décembre si je dis pas de bêtises. Effectivement, s'il y a des projets bien ficelés et que c'est pas validé, c'est qu'il y a une erreur dès le départ au montage de dossier. Maintenant, nous on attend ça, Mayotte attend ça depuis très longtemps, les fonds européens, parce que c'est pas d'hier que c'est sorti, on va dire en métropole ou à La Réunion. La Réunion, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent avec. Donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Soyons un tout petit peu patients. On a été patient 10 ans, on peut être patient 1 ou 2 mois et voir. Effectivement, si maintenant on s'aperçoit qu'il y a les agriculteurs voient qu'il n'y a aucun dossier déposé ou que ça a été mal fait ou que l'argent arrive et qu'il va ailleurs, ça m'étonnerait parce qu'il va y avoir un sacré contrôle. Il va falloir calculer le temps de tout le monde, mais vraiment au centime près. Donc qu'ils laissent attendre un petit peu et voir si leurs dossiers ont été validés ou qu'ils n'ont pas été envoyés, je ne sais pas du tout. Mais ça fait un peu peur quand même comme au fonds européen pour les gens. C'est une opportunité pour un agriculteur ou un pêcheur ou même nous sans information de lancer des projets pour l'avenir de Mayotte, que tout le monde y trouve son compte, financé par l'Europe. Alors effectivement, il faut de la rigueur, parce que c'est pas un dossier de demande de prêt, non. Ça va être suivi au centime près, facture par facture, temps passé. Voilà, donc qu'ils fassent confiance. Après, je connais pas, je suis pas agriculteur. Qu'ils fassent confiance au bureau, si ça va pas, effectivement, qu'ils montent au créneau. On va continuer, Jean-Pierre, avec un autre sujet justement qui fait débat, en tout cas au sein de la SODIFRAM. Les grévistes ont repris leur mouvement pour contester encore une fois la validation par la DIECT de ces licenciements de 5 salariés qui également se trouvent être représentants du personnel. Je vous laisse regarder les explications d'Abi Saïdadinani et d'Abbas Alidi. Des représentants FO de Colas, Tetrama, SODIFRAM ou encore de la Poste. L'appel de Force ouvrière a été entendu. Les représentants se sont donné rendez-vous devant l'entrepôt de la SODIFRAM. Le cortège a sillonné Mamoudzou. Il s'est finalement retrouvé devant la DIECT. Sur place, le directeur adjoint était prêt à recevoir les syndicalistes, mais les grévistes ont refusé l'entretien, indiquant que l'homme en question n'était pas totalement neutre. Ce mouvement, c'est pour un peu dénoncer l'application de la loi de la jungle, la loi du plus fort, du plus riche. Donc, je veux dire par là qu'on a l'impression que l'autorisation de licenciement de la DIECT a été dictée par la loi du capital, c'est-à-dire le plus riche, lui a dicté ce licenciement-là. Finalement, aux alentours de 14h, une délégation de 5 personnes était attendue à la préfecture. Les syndicalistes, eux, campent sur leur position. On est là pour dénoncer le manœuvre illégale de monsieur l'inspecteur à Mayotte. On considère que l'inspecteur a été acheté par la SODIFRAM, puisque la SODIFRAM, il le dit dans tous les médias, qu'il est riche, il mettra tout en œuvre pour licencier les représentants syndicaux qui étaient à la SODIFRAM. Demain, le mouvement pourrait être reconduit. Le rendez-vous serait toujours au même endroit, devant le dépôt de la SODIFRAM. Pour le moment, la direction ne s'est pas encore exprimée. Mais le ministre du Travail et de l'Emploi a été saisi par FO pour un recours gracieux. Si celui-ci n'aboutit pas, l'affaire se transformera alors en contentieux devant les tribunaux pour contester les licenciements considérés comme abusifs et illégaux par Force ouvrière. Décidément, ce dossier semble prendre des proportions qu'on n'imaginait pas au départ. Là, aujourd'hui, les grévistes qui reprennent le mouvement, des possibilités que l'affaire soit portée devant les tribunaux, c'est un peu compliqué quand même, non ? Vous ne trouvez pas, Jean-Pierre ?
Moi, ce que je comprends pas trop, c'est en fait, il y a eu des manifestations, bien entendu, encore une fois, la population, on va dire, a pris, là, on attendait, les magasins fermés, bon, bref, chacun a des droits, mais il y a aussi des choses à respecter. Il y a eu des syndicats, me semble-t-il, de métropole qui sont venus, il y a eu jugement, il y a eu position de la DIECT. Je veux dire, à un moment, je ne sais pas exactement ce qui s'est réellement passé, qui la faute, mais on a des lois en France, alors qu'elles soient bien ou pas bien, qu'elles soient napoléoniennes ou pas, mais je veux dire, ça a été tranché, il y a des juges, après l'inspecteur qui a été acheté, je veux dire, je trouve c'est que des ça mots tourne forts un quand petit même peu, qu'ils ont employés. Ça tourne fort, je veux dire, il y a des droits de grève, mais il ne faut pas non plus abuser d'un statut de syndiqué ou d'élu de la délégation ou du comité d'entreprise. Je veux dire, si la faute a été reconnue, il y a dû avoir faute. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'après un moment, des gens ont pris des pouvoirs en tant que salariés qui n'ont pas à prendre. Il y a effectivement des lois à respecter. C'est pas que dans le sens des salariés. Il y a aussi des droits pour les entreprises. Parce que je pense que les magasins fermés, ça a dû faire mal financièrement pour l'entreprise. Ça peut mettre en péril d'autres salariés qui n'ont rien à voir. Donc voilà, je pense que la justice a rendu son verdict. Bon, après, je pense qu'il va y avoir des appels ou je ne sais quoi. Là, pour l'instant, c'est la DIECT qui a validé. C'est désolant pour une entreprise qui emploie 200 ou 300. Alors, effectivement, je pense que les grandes entreprises ne peuvent plus se permettre d'être trop familiales. On ne peut pas, avec 300 salariés, de dire tiens, voir tout le monde tous les jours, comment ça se passe, oui, chef, j'ai tel problème. C'est une grosse boîte. Ça vous arrive fréquent, vous, en tant qu'employeur, on va dire, d'avoir... Si vous voulez, on tourne là, le mois dernier, on avait 80 salariés, donc c'est devenu grand. On a toujours l'esprit famille, c'est-à-dire moi, je reçois tous les jours les salariés pour des choses imprévues, des problèmes familiaux, voilà. On essaye, mais c'est vous laissez toujours une marge, en fait, en termes d'acceptation. Il ne faut pas oublier que la Sodifram est privée. Je veux dire, c'est quand même du rendement, quoi. On ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un à rien faire. C'est un salaire. Un salaire, ça peut être l'électricité de la Chopie, je ne sais pas lequel. Voilà, je veux dire, il y a ça que aussi, des fois, les délégations du personnel ou les membres du comité d'entreprise ne font pas aussi, ne transmettent pas. Je veux dire, c'est bien, tu es payé tous les mois, mais tu dois quand même faire quelque chose. Alors, je ne veux pas incriminer qui que ce soit les salariés, mais c'est pas évident d'avoir 300 salariés et de rester. On ne peut plus rester familial à ce niveau-là. Il faut du rendement. Je veux dire, 300 salaires à la fin du mois, ça fait mal. Parce que là, a priori, ce qui vraiment a posé problème, c'est le fait qu'il s'agissait de salariés qui étaient également représentants du personnel. Donc, des salariés dits protégés. Donc, est-ce que ça justifie pour vous un tel mouvement, un tel acharnement ? Enfin, je passe bien mes mots. Enfin, je mets des guillemets, en fait, quand je dis ça. Parce que là, les grévistes, malgré la validation de la DIECT, reprennent le mouvement... demandant à ce que les choses soient revues quand même. Oui, après, je ne sais pas si c'est la majorité des salariés, puisqu'il y en a qui ont travaillé. Maintenant, effectivement, c'est un membre du délégation du comité d'entreprise. Alors, ce que j'avais entendu, après, je ne sais pas, mais c'est parce qu'il pensait qu'en étant membre, élu, on va dire, pour défendre les salariés, il avait droit à une liberté quasi totale. D'accord. Il y a des lois qui sont mises en place, elles n'ont pas été mises spécifiquement pour Mayotte. Il y a tant d'heures par mois que tu peux aller dans le bureau d'allégation ou faire des démarches extérieures. Maintenant, moi, j'avais compris que la personne abusait sur ça, elle a été un petit peu réprimandée gentiment. Puis la Sodifram on a beaucoup parlé de fautes aussi de la part de ces oui, voilà. personnels. Je veux dire, après, voilà, c'est des grosses entreprises qui ont vachement grandi en 20 ans. Je crois que la Sodifram a 20 ans. D'un magasin, ils sont passés, maintenant, ils ont pratiquement tous les villages. Il y a un changement. Les anciens, vous savez, le changement fait peur. Changement, donc des normes. Il faut savoir aussi que les employeurs ont eu énormément de normes depuis 2010 qui sont arrivées, qu'il n'y en avait pas avant. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, les collectivités départementales, ça y est, là, les lois tombent sur la sécurité, sur les délégations, il y a un tas de choses qui sont arrivées. Alors peut-être manque de communication, mais après il y a des gens qui croient que leur travail est à vie et qui pensent qu'ils sont intouchables. Qui ont du mal à si la personne a fauté, elle a fauté. Je ne sais pas si elle a fauté. Mais à ce que j'ai entendu, voilà. Oui. Mais il y a eu des enquêtes. On ne prend pas un jugement comme ça. Voilà. Il y a eu des enquêtes de fait. Il y a eu même les syndicats qui sont mis métropole, les inspecteurs de travail qui sont mis au milieu, le tribunal au milieu. Donc voilà, maintenant comme on dit, des fois la justice n'est pas juste, mais elle a tranché. On continue, Jean-Pierre, toujours dans la contestation, mais cette fois du côté de Koungou, avec des agents de la mairie qui ont été affectés au CIDEVAM 976. Je vous laisse écouter les explications de Kamiluddin Jafar au micro d'Abbas Alidi. Monsieur le maire veut les transférer
au CIDEVAM, donc à la structure nouvellement créée pour s'occuper justement de ramassage des ordures à Mayotte, dans tout le département. Les agents refusent, et c'est dans leur droit, ce transfert pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que ça n'a pas été fait en concertation avec les agents individuellement, et puis en concertation avec ces mêmes agents dans leur représentation du personnel, ce qu'on appelle communément le CTP. Et deuxième chose, c'est que cela n'a pas été fait dans les règles, et déjà les arrêtés les mettant à disposition du CIDEVAM étaient déjà sortis. Donc, et comme les arrêtés étaient déjà sortis, donc sortant les agents de la mairie vers le CIDEVAM, laquelle décision n'a pas été mis pour avis au personnel, et les arrêtés sortant déjà, comme quoi les agents étaient du CIDEVAM. Donc c'est bien entendu, n'importe qui peut comprendre que c'est choquant, et c'est la raison pour laquelle les agents ont été choqués et ont refusé et refusent jusqu'à présent le transfert. Des agents affectés sans leur avis, sans consultation, est-ce que ça provoque une réaction particulière chez vous? Moi, ça me provoque un étonnement, parce que je veux dire, on va parler plutôt de reclassement par rapport à l'évolution des déchets sur Mayotte. Donc ce qui m'étonne, c'est les propos du monsieur, qu'il n'y ait pas eu de réunion, de circulaire, d'entretien individuel, parce que la personne, effectivement, comme dit le monsieur, peut refuser. Mais après, à mon avis, ce que j'ai compris, il n'y aura plus de ramassage sur Congo, ce sera donc la nouvelle structure. Donc c'est une proposition. Maintenant, c'est étrange qu'il n'y ait pas eu de... Alors je ne sais pas si la mairie l'a fait ou pas fait. Ça me paraît étrange que les salariés, enfin les futurs salariés pour un reclassement ne soient pas informés, que ce soit collectivement, individuellement, voire avec l'élu du syndicat, quoi. On reproche la mairie ici d'avoir manqué au niveau d'avoir pêché au niveau de la communication. Ce que j'ai compris sur le reportage, oui. Maintenant, je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde. Je veux dire, on peut leur dire rattraper ça, quoi. Parce que bon, il faut savoir que souvent, on parle de manque de communication dans des structures, mais c'est aussi le temps qui nous fait manquer de communication. Quand des élus prennent une décision et qu'il faut répondre le lendemain ou 2 jours après, des fois dans l'esprit peut-être, je ne sais pas, de la mairie de Congo, c'était bon, ok, c'est validé, puisque de toute façon ils seront toujours en poste, ils seront payés par, on va dire, quelqu'un d'autre, tout en faisant la même chose. Alors, est-ce que là, il n'y aurait pas eu un amalgame quelque part, dans le sens où c'est le maire justement de Congo qui est président de cette structure, en fait. Est-ce que là, du coup, il y aurait peut-être, je ne sais pas, pour vous... on va dire, à mon avis, dans ce cas-là, c'est double tranchant, quoi. Peut-être qu'il a voulu avantager en disant non, pas besoin de leur prendre la tête, on va les classer là-bas. Comme vous dites ici à Mayotte, on n'a pas forcément le temps de prendre les mesures qu'il faut en termes de communication, et peut-être que de ce côté-là... Oui, peut-être c'est un choix stratégique du maire qui dit, de toute façon, ils auront le même boulot, le même fonctionnement, peut-être le même salaire, je ne sais pas. Mais au niveau du statut, c'est plus le même, dès qu'on du coup, parle de changement, ça risque de prendre encore plus de temps. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est peut-être les salariés qui retardent le processus, en disant non, on va voir le préfet d'abord, on n'a pas confiance. Alors peut-être que je ne sais pas, effectivement, avec sa position de président et de maire en même temps, c'est pas évident. Et puis bien entendu, ça permet aussi à certaines personnes d'attaquer de plein fouet en disant voilà, il a les 2 casquettes, donc il fait ce qu'il veut, quoi. Donc on continue, Jean-Pierre, avec un autre sujet. Donc là, on est en matière de propreté. Donc côté de la mer, cette fois-ci, on va direction le port de Mamoudzou. La capitainerie pointe du doigt ces déchets, ces égouts qui sont déversés dans le lagon. On regarde ce reportage de Camille Leca. Donc ça sort du petit conduit qui est là. Des déversements d'égouts, ou plus clairement, des excréments se sont déversés ici jeudi dernier. Et par un petit tunnel, ils sont venus polluer quelques mètres plus loin les eaux du lagon. Et ça ressort là par la buse et ça se déverse directement dans le lagon. C'est la 3e fois en 1 an que le capitaine du port de Mamoudzou constate ce triste phénomène et la colère monte. Et c'est directement les égouts qui se déversent dans le lagon, notamment au niveau du front de mer, au niveau du port de Plaisance, avec toute, on va dire, impunité ou tout non-respect de tout ce qui est conditions sanitaires et toutes les maladies qu'on peut imaginer.
sachant qu'on a de nombreux enfants mahorais qui viennent se baigner, passer du temps ici. Au moins ceux-là ne font pas de bêtises, ils sont là, ils nagent, ils s'amusent, mais ils sont au milieu d'excréments et d'eau totalement de puanteur. Voilà. La première fois, la capitainerie a transmis un courrier au préfet et la deuxième, elle a déposé une main courante. L'agence régionale de santé avait aussi été contactée pour effectuer des prélèvements, mais rien n'a été fait. Sur l'identité des responsables, il n'y a que des hypothèses. Est-ce que c'est au niveau de la station d'épuration qu'ils ont des problèmes et à ce moment-là ils ouvrent pour déverser dans le lagon? Est-ce que c'est des intentions délibérées ou de la négligence? En tous les cas, on ne sait pas. Mais le fait est, c'est que nous, on ne peut plus supporter ça. On parle de développement de l'île de Mayotte, on parle d'environnement, on parle de propreté, de pollution. Et là, on est en train de gérer, de cautionner de la pollution. Et qui, je dirais, est volontaire. Contacté par téléphone, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte, qui est responsable de la station d'épuration du Baobab, a apporté sa version des faits. La panne de courant de jeudi dernier aurait affecté le fonctionnement des moteurs des postes de relevage qui acheminent le contenu des égouts vers la station, ce qui aurait déclenché un débordement au niveau du quartier de Mgombani. Mais pour le port de Mamoudzou, pas question d'en rester là. Il espère bien rallier à sa cause le parc naturel marin et la brigade nature de Mayotte. Des égouts qui se déversent dans le lagon, c'est quand même inquiétant. C'est une situation déplorable là, ici à Mayotte. Jean-Pierre? Je suis complètement horrifié de voir ça parce que je suis tout à fait d'accord avec le monsieur, que je ne connaissais pas d'ailleurs, le chef de port. On a du mal à lancer le tourisme. Si en arrivant Caribou en grande terre, ça sent le caca, je suis désolé. Il y a des enfants qui se baignent. C'est les enfants délaissés, on a le problème, on le connaît, on ne va pas revenir dessus. Avec les risques sanitaires que ça comporte surtout. Alors, ça fait plaisir aux touristes de voir les gamins là, qui se baignent torse nu. On va dire, ah ça y est, on est en Afrique, sous les tropiques. Mais qui se baignent dans le caca, faut arrêter. Qu'on me dit après l'histoire de la coupure de DM, je suis désolé, ça fait plus d'1 an que j'entends cette histoire. J'ai eu l'occasion malheureusement de manger des brochettes à un endroit où ça remontait. Croyez-moi, heureusement que je me considère mahorais, sinon ça fait longtemps que j'aurais pris l'avion, j'aurais dit bon, c'est pour vivre dans la merde, il y a assez de merde comme ça dans la vie que pour ça en avoir en plus. Donc je trouve ça scandaleux, il faut trouver des solutions. Je ne sais pas qui est la faute, coupure d'électricité, j'y crois pas trop. Alors après, je ne sais pas quels sont les services. En tout cas, c'est quand même un espace qui est quand même visible de tout le monde, que beaucoup de gens fréquentent, et en plein dans Mamoudzou, avoir ça, c'est dommage quand même. Moi je dirais même que c'est pas dommage, c'est scandaleux. À un moment, je suis désolé, quels que soient les services, que ce soit la mairie, l'État, l'équipement ou la DAF, ils ont bien des ingénieurs. Donc à un moment, ils se mettent autour d'une table, on fait comme ça. D'où vient le problème? Mais l'histoire de la coupure d'électricité, je suis désolé, ça fait 1 an que c'est le même problème, voire peut-être plus, qu'on savait pas, qu'on n'avait pas vu. Mais à un moment, il faut réagir. On est là, on dit on est dans un paradis, mais non, finalement on s'aperçoit, alors c'est vrai qu'il y a pour la santé d'abord, pour les enfants ou même pour d'autres trucs, mais aussi pour l'image de Mayotte. Comment voulez-vous qu'on développe une attrayance si dès qu'on arrive, les gens vont dire je suis à la Mayotte, par contre fais attention quand tu arrives, tu as le caca de partout, fais attention les poubelles qui traînent sur la route. À un moment, il faut trouver des solutions. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui va nous coûter comme le fameux pont où on entend parler. Il y a un projet depuis 20 ans, il y a le projet d'aménager le front de mer. C'est-à-dire style, on va dire, entre guillemets, sans prendre comparaison, le bar à choix. Où ça devient attractif, les gamins, les petits peuvent faire du vélo à 4 roues, il y a des petits camions-bars, il y a de la pétanque. Mais c'est sûr que pour jouer à la pétanque ou boire un coup avec les odeurs qu'il y a, c'est pas la peine de... Donc à un moment, il faut réagir. Il faut arrêter de dire on verra ou c'est la faute à un. Non, on regarde l'intérêt de Mayotte. Il faut trouver une solution. Je ne sais pas si c'est quel service, la commune... Parce que là, justement, chacun renvoie la balle à l'autre. En fait, on ne sait pas exactement. C'est qu'à un moment, ou alors il faudrait que quelqu'un, une autorité qui tranche. Exactement. Bon, parce que là, c'est toi qui t'occupes de a priori, il n'y a pas de solution. Ça ne sert à rien de dire c'est la faute à la faute. La faute est faite. Le problème est là. Donc à un moment, il faut régler le problème. Jean-Pierre, c'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. On vous retrouve tout à l'heure, chers téléspectateurs, juste après la pub.
Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité, toujours à l'OIDF, avec Jean-Pierre Rigante, le directeur adjoint de cette institution. Jean-Pierre, ça se passe, ça va? Oui, ça va pour le moment, il fait beau. Ça va, on n'est pas à la jetée, donc ça sent bon. Hein, ça sent le manguier, l'ilanguier. Tout va bien pour le moment. Donc on va continuer à parler de l'actualité à Mayotte, celle de cette semaine, donc avec ce procès qui a fait beaucoup parler. Rappelez-vous, le 25 février dernier, des chiens ont été abattus sauvagement suite à de présumées morsures sur un enfant de 3 ans. Donc les propriétaires se sont portés en justice. Je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca. Que s'est-il passé en cette soirée du 25 février 2014 ? 8 mois après les faits, des zones d'ombre subsistent toujours. Ce qui est sûr, c'est que 2 chiens ont été torturés à mort et décapités sous les yeux de leur propriétaire. Et elle attendait beaucoup de l'audience d'aujourd'hui. J'aimerais que tout ce que j'ai subi, parce que j'ai subi des préjudices moraux, que je sois apaisée aujourd'hui et j'aimerais qu'une décision soit prise pour que je puisse dormir tranquille. Mais l'audience ne lui a pas apporté le soulagement escompté. Présent à la barre à ses côtés, le père d'un enfant de 3 ans qui aurait été mordu par l'un des 2 chiens. C'est cette morsure qui aurait entraîné leur massacre. Mais à ce jour, il ne s'agit que d'hypothèses. Un complément d'enquête a donc été requis par le procureur afin de regrouper plus de preuves. Une réquisition suivie par le président du tribunal. Après 3 quarts d'heure d'audience, il a décidé de renvoyer le procès au 20 janvier prochain, ce qui satisfait l'avocat de Madame Sarah Korodji. Qui me semble, et comme ça a été indiqué, tant par le président que par Madame le procureur, pour une bonne administration de la justice. Encore une fois, on ne peut rien préjuger de ce qui va être fait dans ce complément d'enquête, mais il me semble qu'on ne peut pas se contenter de l'information qui est actuellement dans la procédure, à savoir, il n'est pas possible d'appréhender les auteurs de violences. Donc si Madame Korodji sera sûrement déclarée responsable du préjudice qu'ont causé ces chiens, il me semble qu'à tout du moins, les auteurs de violences doivent aussi être poursuivis. De son côté, maître Jean-Baptiste Condé, avocat du père de l'enfant, n'a pas souhaité réagir à la sortie du tribunal. Un procès renvoyé plusieurs fois. Donc Jean-Pierre, ici, c'est un fait divers qui suscite quand même des réactions chez vous. Disons que ce qu'il y a, c'est quand même, on est dans une particularité. 95% musulmans, si c'était en métropole, il n'y aurait pas eu d'appel, il n'y aurait pas eu tant de presse, voilà. Hein, je veux dire, là, on est quand même dans un contexte où, imaginez-vous, alors moi, si déjà j'ai un gamin de 3 ans, que le chien du voisin le mord, quel que soit, parce que musulman ou pas musulman, je me prends la tête avec le voisin. Je n'égorge pas le chien, peut-être c'est le voisin que j'égorge. Non, mais pour dire. Maintenant, on est dans un contexte où, en métropole, là, récemment, il y a eu des gens sanctionnés sévèrement parce qu'ils avaient fait du mal à des animaux. Alors, c'est difficile à prendre position. Bon, je comprends, c'est des animaux domestiques, donc on s'attache quand on aime les animaux. Donc les voir égorger, couper la tête, je sais pas quoi. Maintenant, mettez-vous à la place du père. En plus, le papa de religion musulmane. Est-ce qu'il fallait aller jusque-là? Enfin, selon vous, je sais pas. Alors, après, à chaud, on ne sait jamais. Oui. Je comprends tout à fait le propriétaire, je comprends le papa. Donc c'est assez difficile. Et là, j'espère que l'expérience du juge et de la justice vont trancher. Mais c'est malheureux d'en arriver là pour une histoire de voisinage avec animaux domestiques, enfants, qui a tort, est-ce que le chien était dehors, le gamin où il était, est-ce qu'il y avait une surveillance? C'est assez compliqué, donc je ne peux pas me dire qui a tort, qui a raison. En tout cas, il y a eu un choc par rapport au propriétaire, un choc aussi du papa, quand un chien mord un gamin de 3 ans, donc 3 ans ça peut le tuer, hein, ça dépend comment il le mord, si c'était acharné, si c'était pour s'amuser, parce que vous avez des animaux qui mordit pour s'amuser, alors ils peuvent faire un petit peu mal à un gamin, mais c'est pas dans le sens de vouloir faire du mal. Donc parce que là, c'est pas une peur qui a été provoquée de par le fait, comme vous dites, qu'on est dans une société musulmane où justement l'approche du chien n'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude ici à Mayotte. Mais on est quand même dans un territoire où effectivement, musulman, donc le chien, mais de plus en plus, vous voyez de musulmans avoir des chiens, ou pas pour la compagnie, pour le gardiennage, la chasse, les ébus, il y a plein de choses. Donc ça fait partie intégrante, on va dire, maintenant de Mayotte, les chiens aussi. Donc c'est quoi? C'est aussi le département, l'évolution, la France, quoi, la France, donc pays européen, on va dire.
Mais c'est toujours, ça va rester. Il y aura dans d'autres particularités où on aura justement, on est français, mais on ne veut pas être français, enfin on ne veut pas être loi, on va dire catholique, accepter ça ou manger du porc. Par la force des choses, il y aura d'autres affaires, j'espère pas, mais il y aura toujours, regardez l'histoire de tête de cochon, hein, c'est provoquant exprès. On n'a pas mis une tête de mouton ou de... Donc on va voir. Après, je vois la dame que je connais d'ailleurs, la propriétaire chien, elle est musulmane. Je veux dire, voilà, combien maintenant il y a de musulmans qui ont des chiens par rapport à l'insécurité. C'est ça aussi. Donc son chien a sauté, sorti, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et les deux, que ce soit la famille du gamin ou eux, voilà, sont à un conflit inutile. On a assez de problèmes dans la vie pour en plus avoir des conflits comme ça. Donc c'est un peu malheureux de voir tout ça, mais effectivement, à un moment, il faut trancher pour que tout le monde, comme disait la dame, qu'elle dorme tranquille, quoi. Que c'est fait, c'est réglé. Donc, un complément d'enquête ici a été requis par le président du tribunal. Donc on verra la suite, ce que ça donnera. On continue, Jean-Pierre, avec cette histoire plutôt étonnante. Alors, il s'appelle Ali Soufouane. Il a été séquestré par ses créanciers, des gens à qui il devait de l'argent parce qu'il n'a pas remis le business. Le business, je vous laisse ici imaginer ce que c'est le bangui, cette substance illicite. Donc je vous laisse regarder ce reportage d'Abi Saïda Dinani, d'Abbas Alidi et de Nourdine Abdourahim. C'est par là qu'ils sont venus. C'est la rentrée de la cour. Ils sont passés là, ils étaient au moins 5. Cet après-midi-là, il a été enlevé sous les yeux de ses amis. Ali Soufouane n'en revient pas. Une histoire de business, de produits illicites et d'argent qui aura provoqué la frayeur de toute une famille. L'homme est emmené à Chembe-Nyumba. Sur place, dans la forêt et à l'abri des regards, les créanciers auraient creusé un trou en menaçant d'y jeter le mauvais payeur. Ils me disaient qu'il fallait que je trouve les sous, sinon ils allaient me tuer. Le deuxième jour, ils m'ont amené à la campagne. Voilà, c'est là qu'ils me parlaient qu'ils allaient me tuer, m'enterrer là-bas. Mais moi, je dis franchement que voilà, ils m'ont torturé, quoi, moralement, quoi. C'est la mère qui a rassemblé la somme demandée. Elle aurait appelé les gendarmes. En vain, les proches de Soufiane s'organisent. J'ai suivi les ordres qu'ils m'ont donnés parce que c'est eux qui avaient la direction. Parti, je dis arrête au terrain, je suis arrêté au terrain, traverse le terrain, je traverse le terrain. Puis il m'a dit arrête là, je me suis arrêté, j'ai attendu. Puis il m'a dit bon retour, regarde vers la mosquée là-bas, il y a 2 personnes qui descendent. Puis moi j'ai tourné, je vois 2 personnes qui descendent. Un avec un chombo et l'autre il était simple, quoi. La somme aura été versée permettant ainsi la libération de l'homme. Mais l'histoire ne s'arrêtera pas là, même si Soufiane indique aujourd'hui qu'il ne portera pas plainte. Un scénario à Mayotte comme celui-ci, ça inquiète quand même, Jean-Pierre. Ça inquiète, c'est à l'image de ce qui se passe quand on voit les événements là. Alors on va pas parler des gros événements, mais depuis 3, 4, 5 ans, on voit quoi, il commençait à y avoir de la violence qui n'était pas la même qu'avant. Il y a toujours eu des bagarres. Là on rentre dans les trafics, donc dans des réseaux. Vu le reportage, il y a eu des souffrances morales, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Je veux dire, en métropole ou voire même pas loin à La Réunion, le mec, il lui manque des doigts, il est un peu fracturé. Donc, mais c'est la suite logique, on va dire, malheureusement, de ce qui se passe à Mayotte. Parce que les jeunes, ou voire moins jeunes, parce que vous avez tête de réseau, c'est pas forcément les jeunes qu'on dit toujours c'est eux, c'est des petits revendeurs. Comme dans les cités, en métropole, vous avez le chouf, donc le plus jeune, vous avez l'autre, c'est toute une chaîne. Lui, je sais pas ce qu'il a fait avec son matériel, son argent, il a un petit peu déconné, il s'est fait remettre droit chemin. Maintenant, ça m'étonne pas. Et je pense que là on a une petite échelle parce que là, si vous voulez, à mon avis, ce que j'ai compris, c'est plutôt copains, quartier, village, mais bon, il faut pas oublier qu'ici on est insulaire, donc il y a des bateaux qui arrivent. À mon avis, il y a le même business qui se fait, mais à une échelle beaucoup plus grosse. Et à une échelle beaucoup plus grosse, si vous respectez pas, on va dire, la hiérarchie, on vous retrouve pas, quoi. Vous avez disparu, on sait pas pourquoi, comment. En tout cas, depuis 2011, on a vu justement ça un peu tiré la chaque sonnette année, d'alarme. on voit des trucs nouveaux. Là, c'est le kidnapping, on va dire, pour business. C'est l'évolution de Mayotte, tout simplement. Puis manque de confiance, les jeunes. Ils peuvent pas croire qu'un jour, ils pourront avoir un travail et gagner. Vous parlez de SMIC à un jeune, quoi ? Ça, je pourrais jamais gagner, la plupart. Et c'est pas... C'est une fatalité, mais on n'essaye pas de leur mettre dans la tête qu'il peut devenir... Alors moi, des fois, je mets en avant
pour un petit peu parler, qui se bouge un peu les fesses, excusez-moi le terme, de dire moi le tel jeune là que tu connais, il est parti, il était comme toi, il faisait des gardes à vue, il faisait rien, il était nul. Ça te plaît pas l'école, ça te plaît pas, mais essaye de faire quelque chose. Et quand j'en ai là Trouver une issue, de me s'appairer, qui ont trouvé du travail il y a quelques mois, et c'est là en fait qu'ils se rendent compte que tiens, pour aller en discothèque ou pour m'acheter ça, j'ai pas besoin de faire des bêtises. Je vais, en plus avec une fierté de dire c'est l'argent devant leurs copains, c'est l'argent de mon travail. Que j'ai mérité, que j'ai... Mérité, voilà. Donc moi, ça devait arriver. Non, ça ne doit pas arriver. Ça n'a pas été méchant, il n'y a pas eu de torture. Mais je pense qu'il y en a des autres cas qui ne sont pas détectés, parce qu'il faut avoir quand même le culot d'aller à la police, dire je vends quelque chose qui est interdit de vendre, et je me suis fait voilà. On continue, Jean-Pierre, avec ce sujet qui a marqué également l'actualité cette semaine. Des commerçants du marché de Mamoudzou mécontents du fait que leurs box se sont fait attaquer, vandaliser par des gens. Tout ça du fait de la négligence, selon eux, des agents de sécurité, des agents qui sont employés par le Conseil général. Je vous laisse regarder ce reportage d'Abi Sedadinani et d'Abbas Alidi. 2 000 € de préjudice pour ce commerçant. Pour la deuxième fois en quelques mois seulement, un ou plusieurs individus se sont introduits à l'intérieur du marché couvert. Exaspération et colère de ceux qui payent une patente tous les mois et qui ne voient aucun effort de la CCI pour assurer une meilleure sécurité la nuit. washarongwa mba lazima niende tasubi nafanya declaration osielewa mba babwento untino ojeji asubi vani toujours madhomana taravati sona tadhomana moja wa chambru ajantsamba balento untino upara auto untini. Car oui, les seuls gardiens du site sont les 2 agents rémunérés par le Conseil général. Les commerçants, eux, parlent de cette box vandalisée en moins de 6 mois. Ça fait au moins 7 fois qu'on casse les box. On vient le matin, on trouve que le box a été cassé. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font les gardiens du Conseil général. Moi, à mon avis, le gardien ne fait pas leur travail parce que ce n'est pas possible. Quand on ouvre le rideau qui est là au marché, au moins des gens qui sont au moins dans les 200 mètres, on sait qu'il y a quelqu'un qui vient, qui ouvre le rideau. Il y a quelques mois déjà, les commerçants tiraient la sonnette d'alarme, dénonçant le manque de sécurité autour du marché. Du côté de la CCI, impossible d'avoir des réponses aux nombreuses questions que se posent les locataires des box. Une sécurité qui n'est pas assurée au marché couvert de Mamoudzou et qui provoque la colère des commerçants. Jean-Pierre, c'est normal selon vous? Franchement, non. Je veux dire, il parle de 2 salariés qui sont là. Effectivement, c'est des grilles métalliques et puis il y a un portail. Ça fait du bruit. À un moment, c'est où les gens ne sont pas là, où ils dorment. Mais par contre, à la fin du mois, ils n'oublient pas d'être payés le 25 ou le 26 et râler et faire grève s'ils ne sont pas payés quelques jours en retard. Nous avons des petits commerçants qui ont des difficultés, qui ont du mal à vendre. Si en plus ils se font dépouiller en payant une patente, enfin une location mensuelle, je trouve ça inadmissible. On a beaucoup de gens dans des services, que ce soit là en l'occurrence c'est la CCI, qui sont payés à pas faire grand chose. Il faut renforcer. On veut développer le commerce, l'économie, mais si on passe pas par les petits entrepreneurs, les petits artisans, on va plus s'en sortir. Comment on peut accepter? Il y a les grilles générales, il y a les rideaux métalliques. On ne voit pas ça comme ça. Ça fait un minimum de bruit. En plus, ça fait beaucoup de bruit les grilles métalliques. Donc à un moment, j'espère que la CCI va prendre les devants. Tout simplement, c'était moi, c'est remplacer les gars et mettre ou prendre une agence c'est budgétiser une agence spécialisée dans la sécurité, parce que le souci qu'on a aujourd'hui, malgré le décret de 2010, nous avons beaucoup encore de gardiens à l'ancienne. C'est-à-dire, c'est le gars qui est là, qui habite là ou avec sa femme, ou qui dort, qui écoute la radio, qui lit le Coran, mais ces gens-là n'ont plus le droit d'exercer, puisqu'il faut avoir la carte professionnelle avec justement faire une main courante, les rondes, tout ça. Donc je pense qu'à un moment, c'est la situation des box là, cambriolée plusieurs fois. Ça peut arriver une fois, ça sert de leçon, on met en place les moyens. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que ça attire les responsables du problème que ça amène aux
aux artisans, quoi. Jean-Pierre, on va finir cette émission avec un sujet donc du côté du lagon, donc le défi des Foundi, une course de pirogue qui a été organisée justement ce week-end dernier, du côté de la plage de Mbouini, donc un événement organisé par le Parc Marin, Mayotte Nature Environnement, ainsi qu'avec le soutien des communes de Kanikeli et de Bandrélé. Shakila Youssouf et Camille Leca étaient sur place. L'ambiance reste traditionnelle et familiale, un événement qui était l'occasion de faire connaître la commune de Kanikeli qui a travaillé en collaboration avec la commune de Bandrélé. Une fête qui a réuni de nombreuses communautés ainsi que le lycée de Chirongi qui a fabriqué l'une des pirogues les plus remarquées. À leur arrivée, les coureurs bien essoufflés n'ont qu'une hâte, c'est d'être déjà à la 2e édition. Ok, Son, qu'est-ce qui se passe? Là, c'était une course bien dur. Comme c'est la première fois qu'on a fait ça, et c'était top. Top. Voilà. Cas, bravo. Okay. Moi, c'est Sam et lui, c'est Kaisen. Vous êtes content de votre parcours? Ah, c'était génial. C'était top, ouais. On court individuellement et on représente Sada. Et moi, Kanikeli. C'est la première fois en pirogue, mais on a déjà navigué en kayak et en canoë. C'est la première fois ici à Mayotte, mais c'est pas la première fois en métropole. Le soleil était au rendez-vous, les participants ont parcouru 3 km en pirogue et évolué dans une surface de 800 mètres carrés. L'idée est née du besoin de sauvegarder le patrimoine historique de l'île tout en se réappropriant la pirogue, une barque qui serve de moyen de déplacement et de pêche pour les pères de famille. Je pense que là, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, tout ça, ça nous encourage en fait parce que je rappelle que notre association, c'est Mayotte Nature, Environnement et Tradition. Ça veut tout dire en fait, dans le but de pouvoir en fait valoriser notre culture ici, notre tradition. C'est vraiment ça notre objectif. Plusieurs stands étaient présentés. Kolo Hassani ne quitte jamais son gaboussi. Il évolue dans le groupe Klandemba. Le public présent en a eu plein la vue et en gardera un souvenir impérissable. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Les vainqueurs de la course de pirogue du Foundi, l'équipe de la commune de Bandrélé, remettront leur trophée en jeu. Une première édition qui s'est couronnée par un franc succès et les participants attendent déjà la 2e édition. Jean-Pierre, c'est le genre d'activité auquel vous auriez souhaité participer? Oui, et je pense qu'année prochaine, je me manifesterai. Alors peut-être pas participer parce que c'est fatigant, quoi, et puis j'aime pas trop la mer, malgré que j'habite sur une île. Mais non, c'est des initiatives, franchement, ça me fait penser au départ de la course de pneus, quoi. Je veux dire, c'est vraiment traditionnel. Nous avons la pirogue, qui est quand même culturelle. Il fallait y penser, hein. Oui, non, mais c'est pour ça, je veux dire. À un moment, oui, développement Mayotte, les cités, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la culture, les danses traditionnelles, le lagon, hein, parce que vous balancez ça à vos images en métropole, il fait moins 25, voilà, on est là. C'est mélangé, des vieux, des jeunes, des Wazungu, des Maorés, je pense qu'il y avait des Malgaches, oui, parce qu'il y a des gens de Kanikeli. Mais c'est ce qu'il faut. À un moment, alors j'espère que les pouvoirs publics, en termes de subventions, vont les encourager, vont les aider, y compris les 2 communes concernées, puisqu'il y a Kanikeli et Bandrélé, mais que vraiment favoriser ces activités, ça rassemble tout le monde, dans la joie, l'amitié, faire des connaissances, comprendre aussi la culture mahoraise, parce que bon, il y a des stands, mais ça peut se développer avec des idées de tiens, un petit stand, expliquer pourquoi, comment la pirogue, voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est bien pas que pour les touristes, hein, mais pour la population locale. Ça nous permet de se retrouver, de voir des gens qu'on n'a pas l'occasion de voir ou voir qu'au niveau professionnel. Pareil, culture, l'eau, enfin la mer, le soleil, les traditions. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je vous propose à présent, Jean-Pierre, d'axer un peu plus la discussion sur vous, OIDF. Donc OIDF, c'est quoi OIDF? Dites-moi, rappelez-moi le sigle, ce qui signifie. Ça signifie Organisation, Ingénierie, Développement, Formation. Et qu'est-ce qu'on met dans tout ça en fait? Dans tout ça, c'est comme il le dit, on est bien organisé en gros. Non. Alors, on est essentiellement sur des demandeurs d'emploi, de 16 à plus de 25 ans, puisque nous avons un public mission locale et Pôle emploi.
Donc nous étions dans le temps uniquement sur le BTP. Nous avons, par la force des choses, Mayotte a évolué puisqu'on est là depuis plus de 22 ans. Donc nous avons évolué. Maintenant nous sommes dans pratiquement tous les secteurs, comme je disais en début d'émission. C'est un métier qui me passionne dans le sens où je ne suis pas à fabriquer des bouteilles ou des canettes. J'ai du public en permanence. Alors je ne suis pas formateur. Nous avons une équipe de 25 formateurs permanents. J'ai affaire à des jeunes et c'est là où je m'aperçois de l'évolution de Mayotte. C'est-à-dire des jeunes, il y a 20 ans, nos jeunes, il y a 15 ans, c'était très, j'en étais même étonné, nous les métros, c'était très disciplinaire. Maintenant, bon, on commence à avoir les casquettes retournées, mais on reste, quand je vois les autres départements qui se plaignent, on reste quand même dans une... Et c'est pour ça que je suis confiant en la jeunesse. On voit une certaine quand même... On fait attention aux formateurs, à la grande personne, aux gens, on respecte. C'est pas comme on se fait envoyer balader en métropole ou à La Réunion ou ailleurs, ou les menaces. Non, les jeunes sont conscients de ce qu'ils font. Alors c'est pas facile parce qu'il y a des... On reçoit, alors vous savez, notre public de demandeurs d'emploi est essentiellement des jeunes exclus de l'éducation nationale ou qui ont abandonné, qui n'ont pas, entre guillemets, vous leur offrez en quelque sorte une seconde chance. On reprendre quelque chose. Voilà. Ma conception des choses est qu'on ne va pas les remettre à l'école puisqu'ils n'aiment pas l'école. Ça arrive, moi j'ai pas aimé l'école, j'ai quitté à 16 ans. Mais c'est pas perdu pour autant. Dans des métiers, on essaye de faire, de faire des cours tout en travaillant, mais sous forme de débat. Vous savez, les tables qu'on a recopiées, il y a le vidéoprojecteur, un petit peu tout. Bon, nous on a des ateliers, donc il y a aussi de la technique, donc bien entendu le jeune ou la jeune fille va rester éveillé en pratique. En salle, c'est un petit peu plus dur, puisqu'on les remet dans un contexte d'école qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas voulu suivre. Voilà. Donc en tout cas, on fait demandeurs d'emploi dans des stages à but de trouver un emploi, des stages d'orientation ou de confirmation de projet professionnel et des stages qualifiants. Donc on a des titres professionnels du ministère du Travail, essentiellement dans le bâtiment. On travaille aussi pour les entreprises, tout ce qui est management, comptabilité. J'allais vous demander qui fait appel à vous justement, qui fait appel au IDF ici à Mayotte aujourd'hui? Alors sur les demandeurs d'emploi, on répond à des appels d'offres, comme tous les autres OF, donc Pôle emploi, mission locale. Après, nous travaillons avec la DIEC sur des dispositifs particuliers. Nous avons aussi donc des chantiers insertion, donc ça c'est des salariés des mairies en contrat aidé QI, qui en fait, nous on fait des chantiers environnement, donc reboisement ou aménagement des sentiers, poubelles, déboisement, tout ça, ainsi que sur les plages ou dans les communes des chantiers. Par exemple, actuellement on fait la bibliothèque de la mairie de Chirongui face à la mairie. On fait l'aménagement des plages sur Bouéni, Faré, barbecue en béton, poubelle. Donc c'est très très varié, ce qui nous permet aussi à nous d'avoir une approche réelle de l'attente des Mahorais, jeunes ou moins jeunes, puisqu'actuellement nous avons des stages de lavage, cuisine, salle de bain, vitrerie. Le public demandeur d'emploi a une moyenne de 40-45 ans. C'est pour justement essayer de les insérer dans des structures pour faire le ménage, voire chez des particuliers. Avoir des contrats chez des particuliers, repassage, lavage des vitres, sanitaire, voilà. Donc c'est très varié comme métier. Et moi personnellement, tous les jours j'ai envie que ça continue comme ça. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accueillis ici chez vous à l'OIDF. Nous, on va se dire au revoir. On se retrouve demain pour de nouvelles infos sur KTV. Bonne soirée à vous. Salut à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Le Banga Bordel saison 2. Eh oui, c'est déjà la saison 2 grâce à vous tout simplement, grâce à votre fidélité. Et sachez qu'encore une fois, cette saison 2, il y a plus de choses, notamment les cadeaux. Alors là, les cadeaux, il en pleut tous les jours dans cette émission. Des cadeaux qui sont à peu près comme ça, mais vraiment du lourd. Donc les après-midi, on se retrouve plus. Allez, on déconne, on apprend le mot chimoré du jour, on s'appelle. Il y a en même temps ce qu'on appelle le Big Up de ma commune où
vous. Vous pouvez m'appeler pour me présenter votre commune. Qu'est-ce qui fait la différence de votre commune avec celle des autres? Ça, c'est le Banga Bordel. Mais retrouvez-moi sur KTV et vous verrez que vous n'allez pas du tout regretter. Le Banga Bordel, c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h. Vous avez bien entendu, 16h, 18h sur KTV. Donc alors, je compte sur vous parce que vous êtes autant bordélique que moi. Et c'est le Banga Bordel.